Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est le dernier cours où on va voir le pouvoir dans l'entreprise. Ça veut dire, après avoir vu la prise de décision, maintenant, prendre des décisions, c'est donc avoir du pouvoir. Et donc, comment le pouvoir dans l'entreprise, يعني ما يسمى بالسلطة بالنفوذ, comment le pouvoir se traduit dans l'entreprise. Alors, premièrement, qu'est-ce que le pouvoir? D'une manière générale, on dira que le pouvoir est l'aptitude, يعني القدرة, l'aptitude à influer sur les autres en recherchant un intérêt collectif. C'est ce qu'on appelle le pouvoir collectif, positif. Ça veut dire, إذا كان السلطة راهي في إطار خدمة المجموعة, ça, on appelle, c'est un intérêt collectif et on appelle ça un pouvoir positif. Il peut être un intérêt personnel, c'est-à-dire j'utilise le pouvoir pour mon intérêt personnel et là, il devient négatif. Mais on se met d'accord, il devient négatif lorsque l'intérêt personnel prime sur l'intérêt collectif. Ça veut dire je fais passer mon intérêt taille avant l'intérêt des autres. Maintenant, si j'arrive à donner l'intérêt collectif et en même temps préserver mon intérêt personnel, quand cela ne touche pas l'intérêt collectif, je dirais que ce n'est pas un problème. Mais lorsque on fait passer l'intérêt personnel avant l'intérêt collectif, là, ça devient un problème et on appellera ça un pouvoir négatif. Et donc, la réussite d'une organisation, quelle qu'elle soit, est liée à la qualité de ses dirigeants. Donc, c'est la qualité des gens qui ont le pouvoir et qui vont prendre des décisions et qui vont, en fin de compte, influencer sur l'ensemble du personnel de l'entreprise. Vous avez ici ce que j'ai écrit, c'est un dicton, si vous voulez. Le pouvoir n'est pas toujours au sommet. Ça veut dire, ce n'est pas parce que vous êtes au sommet, vous êtes le directeur, que vous avez automatiquement le pouvoir. Et là, on le voit assez souvent dans la réalité. Donc, des fois, vous n'êtes pas le directeur, mais vous avez le pouvoir. Vous faites marcher et vous dirigez le directeur. Tout va dépendre de l'influence que vous avez en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que personne présente dans un groupe, quelle est l'influence que vous avez sur les autres. Donc maintenant, les styles de direction, c'est-à-dire comment on peut diriger. Et dans le premier cas, on vous dira que le dirigeant, il est motivé de plusieurs façons possibles. Le premier facteur qui motive un dirigeant, un responsable, c'est l'argent. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours l'argent. En général, l'argent, il est là, il motive tout le monde. Les bonnes personnes et les mauvaises. Donc, l'argent, il est là, et plus on a d'argent, c'est bien. C'est tout à fait normal et naturel. Mais n'empêche que ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi d'autres facteurs comme la réussite sociale. Il y a des personnes qui aiment réussir socialement et donc avoir une position sociale, c'est-à-dire avoir de la valeur sociale. Et donc, la responsabilité peut être aussi demandée ou bien acceptée pour le facteur qui est la réussite sociale. Ça peut être aussi la reconnaissance de ses compétences. D'autres personnes peuvent aussi être motivées dans le cadre d'une responsabilité, d'une direction, de diriger un groupe, de diriger un département, de diriger une structure. Donc, il peut être motivé par la reconnaissance de ses compétences. Ça veut dire la personne veut montrer qu'elle est compétente, veut montrer qu'elle sait faire, veut montrer qu'elle peut rapporter quelque chose. Et donc, elle aimerait bien qu'on reconnaisse qu'elle est compétente et qu'elle est assez efficace et performante dans son travail. Il y a aussi le progrès et développement personnel. D'autres personnes peuvent, c'est-à-dire accepter
une responsabilité parce qu'ils aiment avoir de l'expérience. Donc, ils savent que pour pour avoir de l'expérience dans la vie, dans la responsabilité, l'expérience professionnelle, c'est une occasion d'être un responsable. Parce que les postes de responsabilité sont des postes qui demandent de l'effort, qui demandent de l'énergie, qui demandent de la réflexion. Et donc, ce sont des postes qui nous apprennent à devenir meilleurs, à devenir plus forts, à devenir plus efficaces, à devenir plus souple en même temps et avoir de l'expérience dans le travail. Donc, on développe son CV, on développe son expérience. Il y a un autre facteur qui est le goût du risque et de l'action. Il y a des gens qui aiment le risque, qui aiment l'action. Donc, ils prennent des responsabilités. Et quand on dit prendre des responsabilités, c'est prendre des décisions. Et ces décisions-là, des fois, peuvent être difficiles et peuvent être, c'est-à-dire il y a un risque des fois. Donc, automatiquement, ils aiment prendre le risque. Et donc, ils aiment l'action. Donc, ils aiment l'action, ça veut dire qu'ils aiment être actifs et ils aiment le mystère, ils aiment l'énigme, donc ils aiment là où il y a, je dirais, des situations de stress, de contrainte. Et donc, ils aiment ça. Il y a des autres personnes qui ont le facteur, ce qui les pousse à prendre la responsabilité, c'est le besoin de pouvoir et de puissance. Il y a des gens qui aiment être puissants, qui aiment qu'on les voit, qui sont forts, qui sont puissants, qui ont de l'influence. Et donc, ils aiment ça et donc ils peuvent utiliser ça aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. Mais ils aiment se sentir forts. Il y a d'autres qui ont le désir de faire progresser les autres. Là, ça peut paraître un peu moins évident, mais il y a des personnes qui prennent des responsabilités pour aider les autres, pour faire en sorte que d'autres progressent, apprennent, aillent plus loin dans leur carrière professionnelle, dans leur carrière personnelle. Et donc, ils aiment aider les autres, et donc ils utilisent le pouvoir et les postes de responsabilité pour aider d'autres personnes. Et il y a, comme 8e facteur, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus fréquents, le sentiment de devoir et d'obligation. Certains prennent une responsabilité parce qu'ils se sentent que s'ils ne la prennent pas et qu'une autre personne la prenne et qu'elle échoue, eh bien, ils vont se sentir, ils ont ce qu'on appelle un remords de conscience. Ça veut dire qu'ils sentent que c'est à cause d'eux que ça ne va pas. Donc, ils se disent que, eh bien, il faut bien que quelqu'un prenne cette responsabilité pour faire travailler, pour faire marcher le travail, pour améliorer. Et donc, je suis obligé de le prendre parce que c'est mon devoir. Voilà pour les différentes motivations d'un dirigeant. Donc, il n'y a pas une seule motivation. Certains peuvent être motivés par 2 ou 3 facteurs parmi tous ces facteurs. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de passer à autre chose? Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Très bien. Alors, deuxièmement, donc, un style de direction doit être en rapport avec. Ça veut dire, on ne met pas n'importe quelle personne dans un poste de responsabilité. On doit veiller ou bien on doit prendre en considération certains paramètres. Parmi ces paramètres-là, il y a le tempérament du dirigeant. Et quand je parle du tempérament du dirigeant, il y a ceux qui sont des personnes calmes, d'autres sont des personnes dynamiques et très réactives. Il y a d'autres personnes qui s'énervent assez rapidement, d'autres qui savent gérer la situation, etc. Ils savent gérer le stress. Donc,
tout va dépendre du tempérament du dirigeant. On ne met pas n'importe qui, ça veut dire si j'ai une responsabilité ou un poste qui demande de la patience, qui demande de la réflexion, je ne vais pas mettre quelqu'un qui s'énerve assez rapidement ou bien quelqu'un qui est trop rapide. Il aime exécuter rapidement. Il va falloir que je mette quelqu'un qui soit patient. Maintenant, si le poste demande des actions, de faire ou d'adopter une action particulière et rapidement, eh bien, je mets des gens plus réactifs, plus actifs, je dirais encore, et qui vont plus rapidement vers l'exécution et vers la mise en action d'une décision. Donc, tout va dépendre du type de responsabilité que vous allez voir ou bien que le poste, c'est-à-dire, je dirais, par quoi le poste il est spécifié ou bien il est vu, les caractéristiques du poste. Il y a le système de valeur du dirigeant. Et là, c'est important parce que selon l'éducation du dirigeant, comment il a été éduqué, comment il a appris, comment il a été instruit, il a ce qu'on appelle un système de valeurs. Et le système de valeurs personnelles va décider. Il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'on soit en retard. Dans son système de valeurs, le temps, il est ponctuel au point où il n'accepte pas, il refuse totalement qu'il y ait du retard. D'autres refusent totalement qu'un poste ne soit pas bien organisé. D'autres refusent totalement c'est-à-dire qu'on ne soit pas clair. Donc, quelque part, le mensonge, par exemple, il refuse totalement ceci. Et donc, ça dépend du système de valeurs personnelles. Il y a aussi la situation de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est dans une situation confortable ou bien elle est dans une situation difficile ou bien elle a des problèmes, elle n'a pas de problème. Est-ce qu'elle le travail ou bien il n'y a pas de conflit à l'intérieur de l'entreprise entre ouvriers, par exemple, etc. Donc, la situation de l'entreprise, aussi bien financière que organisationnelle, et tout ce qui définit la situation de l'entreprise. Il y a les attentes du personnel. Les attentes du personnel, ça veut dire donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs aspirations? Qu'est-ce qu'ils souhaitent réaliser? Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que la façon dont ils sont en train de travailler va leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent? Ou bien ils se voient qu'ils sont en train de travailler et ils ne réalisent rien. Ils n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Et donc là, les attentes du personnel vont avoir aussi un impact sur un style de direction. Et il y a la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, donc, c'est les valeurs, je dirais, les valeurs de l'entreprise. Comment l'entreprise fonctionne, en quoi l'entreprise croit, quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment fonctionne-t-elle. Comment réfléchissent-elles aussi? Comment pense l'entreprise? Là, c'est pour les styles de direction et les facteurs qui vont influencer sur le style de direction, le choix du style de direction à prendre ou à mettre en avant pour pouvoir choisir, par exemple, un responsable. Maintenant, trois, la classification des styles de direction. Et dans ce cas-là, on a plusieurs façons de classifier. Ici, je vous montre quelques cas où on parle d'un côté de la classification du type Tannenbaum et Schmidt, qui propose 7 styles de direction. Donc, voilà les gens comment ils peuvent, par rapport à Tannenbaum et Schmidt, voilà comment les gens ou le dirigeant prend les décisions. Il y a premièrement le dirigeant prend les décisions puis les annonce. يعني هو ياخذ القرارات
ensuite, il les annonce aux ouvriers, aux travailleurs. Donc, il est individualiste, ça veut dire qu'il prend une décision tout seul, il ne demande rien à personne. Le deuxième cas, c'est le dirigeant vend ses décisions. Là, vend ses décisions, ça veut dire il prend des décisions, mais il va essayer de convaincre les autres que ses décisions sont bonnes. C'est pour ça qu'on dit il vend ses décisions. Donc, c'est convaincre les autres que mes décisions sont bonnes. Le troisième cas, c'est que le dirigeant présente ses idées et demande l'avis de chacun. Là, donc, il fait participer les autres avant de prendre une décision. Donc, il donne sa façon de voir et il demande l'avis des autres. Ensuite, il va prendre une décision. Quatrièmement, le dirigeant présente sa décision qui se dit prêt à changer. Dans ce cas-là, il donne une décision, il la présente au conseil et ensuite, les autres, ils peuvent critiquer, ils peuvent ajouter, ils peuvent diminuer, c'est-à-dire enlever certaines choses. Donc, il présente une décision, mais cette décision, on appelle ça une décision négociable. Donc, il est prêt à changer, ça veut dire il peut changer certaines choses, comme il peut changer toute la décision. Cinquièmement, le dirigeant présente le problème. Alors là, il ne présente pas une décision. Il obtient des suggestions des autres. Ensuite, il va décider sur la base de ces suggestions. Mais il ne va pas demander aux autres, si vous voulez, ni de prendre une décision, ni de la faire avec lui. Il va seulement demander des suggestions et ensuite, il va décider tout seul. Sixièmement, le dirigeant définit les limites. Donc, il va définir des limites et demande au groupe de prendre une décision à l'intérieur de ces limites. Par exemple, il va leur dire, bon, on doit prendre une décision, est-ce qu'on peut fabriquer ou bien lancer un produit, par exemple. Mais il va leur dire, bon, si on doit lancer ce produit, il ne doit pas dépasser une somme, c'est-à-dire l'investissement ne doit pas dépasser une somme telle, on est lié par le temps, donc il faut que le produit soit lancé dans moins de 3 mois. Donc, il met ce qu'on appelle des limites financières, de temps, d'organisation, etc. Et ensuite, il laisse les autres prendre une décision à l'intérieur de ces limites. Septièmement, le dirigeant laisse le groupe libre de choisir tant que certaines contraintes sont respectées. Dans ce cas-là, il va leur donner seulement certaines conditions, comme par exemple, il leur dit une condition de temps, voilà, mais ensuite, il les laisse libres de prendre la décision qu'ils veulent. L'essentiel, c'est qu'elles respectent quelques contraintes. Voilà les 7 styles pour Tannenbaum et Schmidt. Il y a une autre façon de voir dans les styles de direction et qui est la façon de Black et Mouton. Donc, Black et Mouton, ils considèrent qu'il y a 2 variables importantes qui vont définir le comportement du dirigeant. Premièrement, l'intérêt qu'il accorde à la production ou bien l'intérêt qu'il accorde au personnel. Donc, on peut mettre donc, ces 2 facteurs dans si vous voulez, un graphe où on va voir sur l'axe des X, il y a l'intérêt porté à la production. Sur l'axe des Y, il y a l'intérêt porté au personnel. Et dans ce cas, Black et Mouton définissent 5 modes de direction, 5 types de direction ou 5 styles de direction. Il y a le premier qui est le 1-1, où le 1-1, on voit bien que l'intérêt pour la production, il est faible, l'intérêt pour le personnel, il est faible. Parce que l'intérêt, ils l'ont quantifié entre 1 et 9, aussi bien pour le personnel que pour la production. Et dans ce cas-là, il vous dit que le premier, il y a des dirigeants qui ne donnent de l'intérêt ni pour le personnel, ni pour la production. Et là, dans ce cas-là, on dira qu'on appelle ça un style, si vous voulez, où il n'y a pas d'intérêt et donc automatiquement
dans ce cas-là, c'est un style faible. Donc, pratiquement, il ne suit ni la production, ni le personnel. C'est une personne qui est assez faible, qui va laisser les autres faire ce qu'ils vont. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir des problèmes dans ce cas-là. On peut avoir le 1-9 qui est l'intérêt pour la production. C'est un style de direction qu'on appelle un style autocratique. Autocratique, ça veut dire il est directionnel. Donc, la personne ou le responsable, son problème numéro 1, c'est la production. Donc, il veut qu'il y ait une production, il veut qu'il y ait que les résultats de production soient, c'est-à-dire soient réalisés. Il donne peu d'importance au personnel. Ce type de direction, qui est un style autocratique, c'est le style qui permet, quand on a un groupe de jeunes, un groupe de gens inexpérimentés, l'expérience, dans ce cas-là, il faut leur donner, il faut les faire travailler, leur donner des directives, des ordres, et on ne va pas leur demander tellement leur avis parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et donc, ce style, il est intéressant, il est efficace lorsque on a un groupe de gens inexpérimentés. On a le 9-1, qui est l'intérêt pour le personnel, et là, c'est ce qu'on appelle le style club social, dans ce cas-là, où le responsable donne beaucoup d'importance au personnel et il donne pas beaucoup d'importance à la production. Donc, c'est un style de direction qui fait en sorte où le directeur dit que si je donne beaucoup d'importance au personnel, ils vont automatiquement bien travailler. Donc, il va fournir toutes les conditions favorables, etc., sans leur demander spécialement des comptes sur le côté production. Et ils pensent qu'ils vont le faire tout seuls, sans qu'on leur demande. Donc là, c'est comme si vous voulez, le responsable, il devient plutôt un ami du groupe et non pas un responsable qui donne des ordres. Il y a le 9-9 qui est l'intérêt maximal pour les deux. Pour les deux, le 9-9, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on a des groupes, c'est ce qu'on appelle le style démocratique. Ça veut dire, je demande des résultats de production, mais en même temps, je donne beaucoup d'importance au personnel. Là, c'est ce qu'on appelle les groupes de haute performance. Ce sont des gens qui ont une très grande expérience d'un côté, et de l'autre côté, c'est des gens de grande qualité où on les prend en considération. Ça veut dire notre façon, notre interaction avec eux, comme il faut, mais ce sont des gens très compétents dans ce cas-là. Et donc là, c'est le style de gestion des groupes à haute performance. Et il y a le style intermédiaire, qui est le 5-5, qui est au milieu. En général, la plupart des gens vont essayer d'aller vers le milieu pour donner assez d'importance à l'objectif production, mais en même temps donner assez d'importance au personnel. Donc là, c'est le style intermédiaire qui est souvent le plus utilisé. Voilà pour les styles. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller à autre chose? Y a-t-il des questions? Bon, alors on continue. La délégation. Qu'est-ce que ça veut dire déléguer? Ça veut dire donner aux autres la possibilité de prendre des décisions à ma place. Voilà ce que ça veut dire déléguer. Mais quand est-ce qu'on peut déléguer? Quand une organisation atteint un certain seuil de croissance, le chef d'entreprise ne peut plus tout faire, tout organiser et tout superviser seul. Il devient alors nécessaire de procéder à des délégations de pouvoir ou de décentraliser les responsabilités et la prise de décision. Ça veut dire qu'on peut
le responsable de l'entreprise peut prendre des décisions tout seul, sans demander aux autres. Mais lorsque l'entreprise est petite, quand vous travaillez avec 10 personnes ou les 15 personnes, vous pouvez le faire. Mais lorsque vous travaillez, lorsque vous avez une entreprise qui est les 1000 personnes et où il y a plusieurs ateliers ou plusieurs usines dans plusieurs endroits, vous ne pouvez plus prendre une décision aussi simplement tout seul. Donc, vous êtes obligé de ce qu'on appelle décentraliser la prise de décision et des responsabilités, donc donner du pouvoir à d'autres personnes qui vont prendre des décisions à votre place parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc, la délégation au niveau de la décision, il y a plusieurs types. Là, selon leur finalité, les décisions sont classées en trois grandes catégories. Nous avons les décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles. Donc, en général, les dirigeants prennent les décisions stratégiques. Donc, tout ce qui concerne l'entreprise et, si vous voulez, l'avenir de l'entreprise, lancer de nouveaux produits, faire de nouveaux investissements, etc. Là, c'est la direction, c'est les dirigeants qui prennent cette décision. Et il y a des responsables des sous-systèmes, c'est-à-dire les chefs de service, les chefs de département, prennent des décisions, ce qu'on appelle tactiques, de pilotage, c'est-à-dire comment ils vont faire pour faire en sorte que les décisions stratégiques soient appliquées. Donc, ils vont prendre des décisions au niveau de la formation, au niveau donc des décisions d'organisation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les décisions tactiques. Et il y a les chefs d'équipe, ceux qui sont au niveau de la production, etc., qui prennent des décisions opérationnelles, donc de régulation. Donc, ils vont décider de combien la production, par exemple, elle est de combien on doit, c'est-à-dire on doit produire un certain nombre, comment on va les diviser par journée ou par heure ou par rapport au nombre d'ouvriers que nous avons. Tout ça, il va être pris au niveau opérationnel. Et il y a les exécutants qui prennent des décisions d'exploitation. Donc là, c'est tout ce qui est tout à fait en bas. Donc, ce sont les décisions les moins difficiles à prendre et les moins importantes. Mais en pratique, certaines personnes sont incapables de prendre des décisions. C'est de soi-disant décideurs incapables de diriger valablement un service. C'est-à-dire, des fois, vous êtes avec des personnes qui sont arrivées, ce qu'on appelle à leur limite, à leur saturation. On dit qu'ils ont atteint leur niveau de compétence, leur niveau d'incompétence. C'est dans le livre de Peter Drucker, qui est un des grands managers, spécialistes du management dans le monde. Maintenant, les réseaux informels des relations et de communication peuvent aussi influencer sur le pouvoir des dirigeants. Il y a des fois où les gens, un pouvoir, mais si vous voulez, il y a pas de reconnaître des groupes qui se forment à l'intérieur de votre entreprise qui n'ont rien d'officiel, mais qui sont là et peuvent influencer ou bien vous aider ou bien mettre des obstacles à votre travail. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a la délégation. Il y a deux types de délégation. On parle de la délégation temporaire, qui est la plus fréquente. Quand un directeur n'est pas là, par exemple, il peut désigner un adjoint comme directeur par intérim qui va prendre certaines décisions, d'accord, mais pas les grandes décisions, mais il va prendre certaines décisions qui sont de travail. Et donc, par exemple, ici, recevoir un fournisseur ou bien pour la signature d'un contrat qui a déjà été décidé, qui a été travaillé, réfléchi, donc on peut des fois envoyer quelqu'un d'autre et donc prendre des décisions en l'absence du décideur, du premier décideur. Deuxièmement, des décisions qui requièrent des compétences particulières. Il y a des fois où le décideur a besoin de compétences techniques. Lui, il ne les a pas, il ne peut pas être spécialiste dans n'importe quoi. Et n'importe où. Et donc, il va demander la compétence technique. Et donc, au moment où il demande cette compétence, quelqu'un de spécialiste dans un domaine, il va lui donner l'occasion de prendre lui-même la décision. Est-ce qu'on doit faire ceci ou cela, ou bien acheter ceci ou cela par rapport au fait qu'il est spécialiste dans le domaine. Donc, choix d'un mode de système technologique, l'installation de réseau, etc. Ce n'est pas lui qui va décider comment on va faire, mais c'est le spécialiste.
Donc, et il y a, comme on l'a dit, temporaire, et il y a la délégation permanente, c'est-à-dire le subordonné est investi du pouvoir de décision et on assume les conséquences. Dans le premier cas, comme on l'a vu, il prend des décisions, mais le subordonné revient à son décideur, c'est-à-dire le dirigeant conserve toujours l'autorité et le droit de regard sur la décision qui a été prise. Donc, le subordonné prend une décision, mais il demande toujours l'avis. Il doit avoir l'approbation et la confirmation de son décideur. Mais dans le deuxième cas, c'est lui qui prend la décision et c'est lui qui assume les conséquences de la décision. Et donc, c'est lui qui est responsable complètement à 100% de cette décision. Donc, dans le premier cas, c'est le temporaire. Dans le deuxième, c'est le permanent. Il y a aussi la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? Ce n'est pas délégué, mais c'est plutôt, c'est plutôt, la délégation est surtout une affaire de personne à personne. Ça veut dire, mais la décentralisation, quant à elle, elle relève de l'organisation et de la structure de l'entreprise. C'est lorsqu'une structure devient très grande, elle va décentraliser la prise de décision. Ça veut dire chaque usine va prendre des décisions elle-même. Comme par exemple, vous avez une usine pour les grandes entreprises, vous avez une usine que vous installez en Algérie, vous avez une usine que vous allez installer par exemple en Tunisie ou bien installer, je sais pas moi, dans un autre pays, en Europe ou là en Afrique ou en Asie. Et donc là, vous ne pouvez pas être n'importe où. Et dans ce cas-là, vous décentralisez, c'est-à-dire l'usine qui est en Afrique, en Inde ou bien en Tunisie ou bien quelque part d'autre, ils vont prendre leurs décisions tout seuls. Vous allez seulement leur fixer des objectifs à atteindre. Et eux, ils vont prendre des décisions comme ils veulent. Donc, elle repose sur les deux principes suivants. Pour que la décision soit efficace, elle doit être prise le plus près possible de son niveau d'application, c'est-à-dire en Tunisie ou là, en Asie ou là en Inde, c'est là où la prise de décision va être prise. Je ne vais pas demander Relawin, je demande, je ne sais pas, dans un autre continent où il y a le directeur général pour pouvoir décider. Division de l'entreprise en unités autonomes, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs entreprises dans différents pays et chaque pays, il est, si vous voulez, dans chaque pays, il est indépendant, donc chacun est indépendant des autres pour prendre la décision. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Je répète. Aya, Nejma, Manel. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Alors, si c'est tout à fait clair, je vais vous envoyer le cours. Là, c'est le dernier cours. Et bien entendu, il reste une minute. Je vous explique une chose. Le délégué, voilà, le délégué, Josli Yaombad, je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Josli Yagadwa, elle a mon numéro de téléphone. Donc, elle vient et je vais lui expliquer comment on va faire. L'examen, ça va être comment dire, ça va être des exposés que je vais vous envoyer. Donc, il faut m'envoyer une chose. Il faut m'envoyer la liste des sous-groupes. Vous pouvez faire des groupes maximum c'est-à-dire donc de 4. Chaque ferme, chaque groupe A1, A2, les sous-groupes se font dans le groupe de TD. ماشي من les groupes différents groupes. Chaque groupe, derrière le groupe de TD, vous faites des sous-groupes de 4 personnes. D'accord? Ce qui reste, il a 3 ou il a 5,